Bienvenue, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. Donc, je me présente, Ophélie Pavoine. Je suis directrice par intérim du service d'aide à l'exportation, l'ORPEX de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. J'espère que vous allez bien et que tout le monde, je vois, se connecte au fur et à mesure. Donc, on va encore attendre un tout petit peu le temps que tous nos participants soient bien installés pour commencer ce webinaire. Donc, une petite minute. Voilà. Je vois que tout le monde s'inscrit. OK. Donc, on va pouvoir commencer. En fait, aujourd'hui, on va répondre à plusieurs interrogations formulées en fait par différents acteurs de l'Est, autant des entreprises que des acteurs économiques du territoire. On a cherché à savoir comment le port de Montréal et plus largement la chaîne logistique montréalaise a pu s'adapter en fait et se réinventer afin de tout simplement poursuivre les opérations dans le cadre de la crise sanitaire qui nous touche. Donc, à la fois du déploiement en fait de matériel de protection, également de différents quarts de travail qui vont être révisés, qui ont été révisés, et également tout ce qui a été mis en place comme mesures préventives pour gérer les stocks, les différentes initiatives qui ont permis de gérer les risques afin de demeurer 100% opérationnel. Donc, on voit aussi également que, bien sûr, on va avoir une reprise progressive des activités. Donc, Cargo-M et l'administration portuaire de Montréal vont faire état des différentes initiatives qui ont permis en fait à cette chaîne logistique de pouvoir poursuivre tout simplement le travail en toute sécurité, mais aussi qui est venu soutenir la reprise, ou en tout cas, on espère, la reprise des exportations avec par exemple le centre de zone franche. Donc, comment ça va se passer pour le webinaire? C'est très simple. On va d'abord accueillir en première partie Monsieur Daniel Dagenet, vice-président opération du port de Montréal, donc, qui va nous faire une présentation, suivie par Madame Laurine Ellis, chargée de projet chez Cargo-M, et Monsieur Christian Kamundiba, coordonnateur centre zone franche chez Cargo-M également. L'idée, c'est qu'ils vont vous présenter chacun à leur tour ces initiatives et vous allez pouvoir leur poser des questions à tout moment grâce en fait à l'onglet que vous allez avoir en bas de votre écran, donc soit QR en français ou QA en anglais. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions et vous pouvez aussi à tout moment réagir en fait en nous donnant votre rétroaction dans le chat. On va pouvoir échanger en direct afin de garder cette présentation bien dynamique. Donc, ce que je propose, c'est que sans plus tarder, on va accueillir Daniel, donc Monsieur Daniel Dagenet. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Daniel, je ne sais pas si tu peux enclencher voilà, ta caméra et ton son. Super. Je vais te laisser tranquillement t'installer pour pouvoir présenter en fait les différentes opérations portuaires vis-à-vis de la COVID-19. Donc, c'est à toi. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Ophélie. Ça me fait plaisir d'être là. Est-ce que tu m'entends bien? Tout à fait. Parfait. Donc, bienvenue à tous. Écoutez, c'est ma première expérience comme webinaire, donc j'espère que vous me pardonnerez mes maladresses lorsque je ferai le transfert entre l'image, la vidéo que vous voyez, le son et la présentation. Ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est une brève présentation, mais d'abord et avant tout, un long commentaire que je vais animer avec la vidéo. Sans plus tarder, je vais juste vous présenter la... Ça commence bien. Je vais vous présenter la présentation en 2 petites secondes, ça ne sera pas long. Voilà. Pendant que j'y arrive, j'espère que je vais y arriver à un moment donné. Je m'excuse. J'ai de la difficulté à choisir mon écran. Mais... Bon. Ophélie, est-ce que tu vois la présentation?
Oui, Je tout pense. à fait, c'est bon, Daniel, elle est affichée. Parfait, merci. Je t'en prie. Fait que donc, la présentation, essentiellement, c'est pour un rappel de 2019, bien entendu, mais aussi, aussi de présenter un peu les projections pour 2020. 2019 a été une bonne année pour le port de Montréal. J'espère que je suis en mesure de cliquer au prochain. Écoute, sais-tu quoi? J'ai des petits enjeux technologiques. Je préfère. Est-ce que je peux arrêter la. Je vais arrêter la présentation. Est-ce que tu peux arrêter juste la vidéo de mon share, là? Je vais arrêter Stop Share. Bon, et voilà. Je vais arrêter de jouer avec ça. Fait que donc, 2019, ça a été une excellente année pour le port de Montréal, une 6e année record pour l'ensemble de nos activités, une croissance enregistrée de l'ordre de plus de 4,1 où on atteint la somme de 40 millions de tonnes de marchandises qui ont transité à travers nos installations. Certains d'entre vous ont déjà participé à des activités où on présente le port. Vous savez déjà, le port est un port très diversifié, à la fois vrac liquide, vrac solide, mais aussi 2019 a marqué un autre tournant, ou je devrais dire confirmer un nouveau tournant pour nous sur la diversification, je m'excuse, de l'origine et de la destination des marchandises vers le port. Donc, en 2019, on a atteint un sommet presque historique, en fait historique, de près de 30 des marchandises qui sont en provenance et en origine d'Asie. Le port de Montréal demeure aussi un port très attrayant pour l'ensemble de ses usagers. C'est un port qui est résolument équilibré. Ça, historiquement, ça rend le port en fait très attrayant parce que nos utilisateurs, nos usagers, les armateurs, par exemple, peuvent trouver à la fois des marchandises et des conteneurs à l'entrée et à la sortie, de sorte à rentabiliser leurs opérations, bien entendu. 2019 a été marqué, par exemple, aussi par deux autres grands faits, deux faits marquants qui ont amené à l'actualité le port dans un premier plan. Donc, le port de Montréal a été visité par le premier ministre Trudeau, qui, à l'époque, avait été aussi accompagné par une délégation de l'Union européenne pour signifier la ratification et la signature de l'accord de libre-échange Canada-Europe. Mais aussi, la Banque d'infrastructure canadienne avait aussi, vers la fin de 2019, marqué un grand coup en signifiant de l'intérêt et une confirmation d'un financement en place pour le grand projet d'expansion du port de Montréal vers Contrecœur. Donc, une année, somme toute, très, très positive pour l'ensemble de ces activités, à la fois courantes, mais aussi pour le futur. 2020, par contre, a commencé certainement avec un volume solide, une croissance dans le premier trimestre de plus de 2,5 pour l'ensemble de ces marchandises. Et ça cache en fait une décroissance dans certains de ces segments, mais une croissance du conteneur de plus de 5,6 donc une croissance encore plus forte que 2019 dans le premier trimestre. Mais c'est aussi une année qui a commencé avec, entre autres, les blocus ferroviaires qui ont, dans un certain moment donné, impacté nos activités. Et puis, le grand volume a amené un état de congestion temporaire, mais qu'on a quand même réussi à résorber assez rapidement. Et naturellement, ben, un peu le sujet de la conversation d'aujourd'hui, le début d'une pandémie qu'on a commencé à observer dès janvier avec nos partenaires en Asie qui nous informaient de la progression de cette maladie. Donc, le port a été jusqu'à présent et demeure encore aujourd'hui 100% opérationnel. Et l'ensemble de nos opérations, à la fois containerisées, vrac et ferroviaires, demeurent ouvertes. Les navires arrivent et sortent et quittent le port naturellement tous les jours. Même si on a vu à la fin avril une baisse de nos activités, de nos trafics, on garde le cap. C'est la thématique que Sylvie avait choisie, notre PDG hier, entre autres, sur son allocution d'hier. On garde le cap sur nos projets. On garde le cap sur nos projets à long terme. Vous savez, le Port de Montréal a plus de 1,2 milliard de dollars d'investissement d'enregistrés pour les prochaines 5 années. Donc, on a une programmation avec des améliorations sur l'île de Montréal pour supporter l'activité et la développer, mais aussi notre grand projet d'expansion à Contrecœur.
Alors, si 2019 était une année où on pouvait la caractériser comme étant une reconnaissance que le port joue un rôle de premier plan à l'échelle nationale dans le transport, la logistique et l'industrie et l'économie, 2020, elle, s'est véritablement tournée vers une année où on devra éprouver la résilience du port. Je pense que c'est la thématique qu'on veut aborder. Comment on se prépare et comment on préserve une activité aussi complexe qu'un ensemble portuaire? Bien, je vous dirais que pour nous, c'est de seconde nature parce que la gestion du risque elle fait partie véritablement d'une culture d'entreprise. Vous savez, le port a été mis en place il y a plus de presque deux siècles déjà. On a déjà mis en place toutes sortes de mesures pour à la fois réduire nos risques et réduire nos risques sur des crises économiques localisées en Europe du Nord, en développant le marché de l'Asie et naturellement l'Amérique du Sud et d'autres blocs économiques aussi. Donc, résolument, le port a une stratégie de gestion de risque pour s'assurer de maintenir ses opérations et naturellement aussi de faire les investissements nécessaires. Ceci étant dit, comme la plupart d'entre vous, l'administration portuaire a aussi un plan de continuité, dont un volet, ceux qui traitent de la pandémie. Donc, dès les premières heures et les premières journées où la pandémie est véritablement devenue une réalité nord-américaine, certainement québécoise et montréalaise, bien, on a mobilisé l'équipe de gestion d'abord et avant tout, donc tous les collègues vice-présidents et la PDG ensemble dans une cellule de crise, de sorte à bien comprendre les différentes directives qui nous étaient transmises à ce moment-là par le gouvernement et l'Institut de la santé publique. Dans un deuxième temps, mobiliser nos employés et faire appel à leur collaboration et leur créativité. Et ça, c'est une petite phrase, mais qui implique aussi un très haut niveau de confiance dans un premier temps et une excellente relation déjà établie depuis des années. Et donc, on a pu compter sur leur collaboration pour mettre en place une série d'initiatives. Comme la plupart d'entre vous, fort probablement, vous avez mis fin en février et en mars au voyage d'affaires, bien entendu. On a fermé nos locaux aux étrangers de sorte à s'assurer qu'on protégeait la santé et la sécurité de nos employés dans un premier temps et aussi d'éviter la contagion. Naturellement, on a fait appel au télétravail. Donc, heureusement, on avait la capacité et l'infrastructure informatique. Et là, je remercie les TI au même moment pour permettre aux employés qui étaient affectés à des tâches plus administratives de travailler de la maison. Ça a été aussi un grand succès et on a eu recours à Teams, à Zoom, à toutes sortes de plateformes de communication qu'on a éprouvées. On est devenu rapidement, je m'en dis, on est devenu des experts, mais je ne l'ai pas démontré dans les premières 5 minutes, ça c'est sûr. Et puis, par la suite, on a mis fin, on a fermé certains de nos locaux, par exemple. On a mis des sens de circulation à l'intérieur de sorte à respecter les directives de distanciation sociale. Depuis quelques semaines déjà, je vous dirais, il y a déjà des partitions qui ont fait leur apparition dans nos locaux. Par exemple, des plexiglas pour créer des zones d'isolation de sorte à ce que les employés puissent facilement travailler ensemble. On a aussi récemment distribué des masques. Mais je vous dirais, le coup de génie qu'on a fait, surtout, c'est dans les premières heures, c'est de se construire, de se constituer des réserves d'équipements et de marchandises. Par exemple, dans les premières heures, au début de la pandémie, dès la fin mars, des commandes pour des masques, des gants, des couvre-tout, des visières, du purel, des produits désinfectants. Nous avons des équipements et des marchandises et du matériel pour les prochaines semaines, certainement les prochains mois, à coup sûr. D'autres mesures qu'on a prises, par exemple, on a mis en place des directives et des procédures pour que nos employés soient habillés avec un couvre-tout qui doivent être retirés à tous les jours et envoyés à un service de buanderie, de sorte à éviter qu'il y ait un transport par exemple, d'un virus ou des postillons ou des gouttelettes à travers le linge de travail. Et plus récemment, je vous dirais, dans les premières semaines après le début de la pandémie, on a mis aussi en place un service de télémédecine qui a permis à nos employés de consulter des experts médicaux, d'aller vers des médecins pour toutes sortes de questions.
une mesure qui va demeurer en place de façon permanente. Ça aussi, encore une fois, on a devancé le déploiement de cette directive-là, de cette initiative-là, de sorte à permettre à nos employés de demeurer à la maison et d'éviter d'être soit exposés ou d'être un vecteur de contagion aussi. Encore une fois, une longue réflexion sur les employés au centre de nos activités, bien entendu. Au-delà du premier cercle, je vous dirais, d'intervention qui est purement administratif ou de l'administration du port ou de l'autorité portuaire, par la suite, naturellement, on a mis en place et on s'est tourné vers nos partenaires d'opération. Donc, nos locataires, ceux qui exploitent les terminaux, par exemple, avec qui, donc l'Association des employeurs maritimes, certes, qui emploie les débardeurs, qui a la responsabilité des débardeurs et vérificateurs du port de Montréal. Et j'en profite pour les remercier aussi pour leur grande collaboration, parce qu'il y a un travail qui a été fait là aussi. Et naturellement, de mettre en place des procédures pour permettre aux opérateurs de terminaux à continuer à manutentionner les conteneurs. Donc, Racine, Casse, Thermon, Maisonneuve et Thermon-Vio ont continué à opérer comme si rien n'était. Naturellement, il y a eu une période d'adaptation, il y a eu beaucoup de préoccupations qui ont été adressées, selon moi, beaucoup de sensibilité, mais aussi beaucoup d'écoute de part et d'autre des objectifs. L'objectif étant toujours de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, qui est centrale, selon nous, dans la manutention de vos marchandises, mais aussi de s'assurer qu'on réduit les impacts sur la fluidité. Donc, l'objectif, c'est de résolument bouger les marchandises vers nos clients importateurs et exportateurs. Pendant cette période-là, je vous dirais qu'on était très occupés et encore jusqu'à tout récemment, dans les premières semaines, le maintien de ces activités-là par nos opérateurs de terminaux a amené, entre autres, des pointes d'affluence jusqu'à 2600 camions par jour à un moment donné. Donc, résolument, nos opérateurs, mais nos clients étaient en activité. Dans certains cas, ils ont réussi à utiliser euh, un réseau artériel routier libéré momentanément par le confinement, de sorte à pouvoir faire plusieurs voyages par jour, ce qui leur a permis de naturellement améliorer la fluidité du port et on en profite pour les remercier aussi, pour leur donner un petit coup de chapeau. Dans un troisième cercle d'influence et de collaboration, le port de Montréal s'est tourné par la suite vers les autres partenaires de la chaîne logistique. Et là, l'idée ici, bien entendu, c'est de donner de l'information la plus factuelle possible sur l'état de congestion ou le non-état de congestion au port de Montréal, de sorte à bien diriger les opérations, mais aussi à permettre à nos partenaires de prendre de bonnes décisions pour aller de l'avant. Donc, encore une fois, sensibiliser aux préoccupations de nos différents partenaires pour changer nos pratiques et nos procédures, entre autres de l'écoute beaucoup sur les capacités d'entreposage du port. Et à ce compte-là, tantôt, Laurie et Christian vont en parler un peu plus sur, entre autres, tout le travail d'inventaire d'espace d'entreposage de conteneurs en périphérie du port qui a été fait, de sorte à s'assurer qu'il n'y a pas de débordement ni de congestion. Je vous dirais qu'à ce moment-là, pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de contacts avec nos partenaires camionneurs, l'Association du camionnage du Québec, par exemple, et Cargo-M, mais aussi les différents ministères, de sorte à concerter en fait le message et à communiquer le plus habilement possible vers les instances gouvernementales, autant provinciales, fédérales que municipales. Notre regard aussi s'est tourné, je vous dirais, dans un premier temps vers le terrestre, qui est naturel pour l'ensemble de vous, mais aussi pour nous vers le personnel navigant. Donc, encadrer les pratiques et les procédures et aussi les protocoles de désinfection à bord des navires. Donc, les navires viennent d'un peu partout sur la planète. Ils sont en transit, des fois plus que 14 jours, des fois moins que 14 jours. Donc, on s'assure que les directives de Transport Canada et de l'Agence de santé publique canadienne sont respectées. Donc, encore une fois, les sensibiliser, les former à gérer ce travail-là. Je vous dirais qu'un avantage avec le personnel navigant, c'est que ça fait partie du corpus des valeurs, des notions académiques acquises aux institutions maritimes, parce que gérer des maladies à caractère infectieux fait partie, en fait, des soucis et des préoccupations, mais aussi des véritables risques pour les équipages alors qu'ils se promènent d'un pays à l'autre.
Dans un quatrième cercle de collaboration, je vous dirais au cours des semaines qui ont suivi, notre regard s'est posé sur le national et l'international. Alors, pendant tout ce développement-là, une partie de la cellule de crise, notamment Sylvie, mais aussi certains membres de l'équipe de direction, se sont tournés vers l'international et la nationale pour s'assurer que nos actions se reflétaient, mais aussi adhéraient à une politique nationale canadienne, mais aussi d'aller s'inspirer à l'étranger, s'inspirer naturellement des meilleures et des bonnes pratiques. À cet égard, on s'est tourné entre autres vers le port d'Anvers, qui est un partenaire naturel pour le port de Montréal, avec lequel on a déjà des ententes de collaboration et de participation à différents chantiers. Mais aussi, on s'est tourné vers nos partenaires Chainport, qui est une association de ports qui reconnaît l'ingéniosité et la créativité et aussi le désir de vouloir se réinventer constamment. Donc, des ports qui sont à la fois asiatiques, américains, pardon, européens ou sud-américains, pas sud-américains, mais européens. Donc, un ensemble de ports et assurer aussi une veille continue de ce qui se passe à l'ensemble de nos partenaires. Ce qui nous a amené, par exemple, à signer des ententes et des expressions de volonté à vouloir maintenir les fluidités, mais aussi à constamment se réinventer et à faciliter le mouvement des marchandises à travers nos diverses installations. Maintenant, une fois qu'on a fait l'ensemble de ces différentes collaborations-là avec les différents partenaires, notre regard depuis quelques semaines est déjà tourné vers le futur. Où se dirige-t-on réellement dans un espace post-COVID et qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que fidèle à notre modus operandi au cours des derniers mois, l'employé va demeurer central à notre prise de décision. Donc, toute la gestion du capital humain, la santé-sécurité va demeurer d'une importance très grande. Donc, on a un souci de, oui, certes, un retour à la normalité, mais dans un cadre contrôlé. Donc, d'emblée, on ne ramènera pas tous les gens à la maison. C'est déjà quelque chose qu'on a communiqué auprès de nos employés. On va aussi demander beaucoup de collaboration de nos représentants syndicaux sur les modalités et la façon dont on va évoluer au cours des prochaines semaines. Et je pense que ça, cette collaboration-là, elle est déjà acquise et elle va continuer aussi. Je vous dirais que notre réflexion se porte aussi sur le futur et les espaces de bureau. Par exemple, on amorce déjà une réflexion sur nos espaces de vie et de travail. Comment va-t-on ramener les gens au travail? Comment va-t-on cohabiter? La question de est-ce que le télétravail va demeurer une mesure permanente ou semi-permanente? Devra-t-on un jour concevoir les espaces de bureau comme des espaces où une vie un peu hybride, où on y vient à l'occasion? Comment on monitorise la performance aussi? Donc, c'est des soucis, des questionnements qu'on fait en ce moment pour mieux pouvoir mettre la table à un retour post-COVID au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Je vous dirais aussi que fidèle encore une fois à notre ADN et à nos modes opératoires, ben, on se tourne vers la technologie. Donc, on explore déjà différents trucs. Certains d'entre vous auront peut-être lu qu'on a commencé déjà à utiliser un projet d'intelligence artificielle pour cibler des marchandises de première nécessité pour le combat du COVID, de sorte à améliorer la fluidité. Donc, on est déjà dans ce travail-là, mais on est aussi dans la protection de nos employés en utilisant des bracelets ou des équipements électroniques qui vont permettre aux employés de leur rappeler, en fait, le 2 mètres de distanciation sociale, de sorte que ces bracelets-là vont vibrer ou rappeler par un signal visuel qui sont à l'intérieur de 2 mètres d'un autre individu qui porte aussi un bracelet, de sorte à justement soit prendre des mesures de protection, soit une cloison ou le port du masque, une visière, les gants, bien entendu, ou prendre la distance et revenir vers un 2 mètres plus sécuritaire. Donc, ça fait déjà ça, mais je vous dirais que les bracelets vont aussi, entre autres, garder une trace de nos rencontres au cours des semaines précédentes. Dans le cas d'une infection, par exemple, où on nous annonce que oui, vous êtes testé positif,
votre test, vous l'avez fait il y a 5-6 jours. Qui avez-vous rencontré au cours des 5 à 6 derniers jours? Difficile de faire une liste exhaustive et précise de qui exactement, avec qui on a conversé, avec qui on s'est rapproché. Bien, un outil de ce genre-là pourra nous permettre de refaire le fil de ces rencontres-là et de mieux aiguiller l'Agence canadienne de santé publique, par exemple, et de travailler avec nos syndicats, mais aussi tous nos partenaires pour préserver notre chaîne. Donc, je vous dirais que c'est un peu la façon dont on a travaillé. Je suis Ophélie, je te retourne le microphone si tu le veux, si tu veux prendre des questions maintenant ou si tu veux les garder pour la fin. Oui, merci Daniel. Effectivement, merci beaucoup pour ton intervention que je trouve vraiment rassurante. On sent que le port est au cœur du changement et que vous avez mis en place beaucoup de choses et que vous avez beaucoup d'idées pour l'avenir. Donc, c'est vraiment rassurant. J'ai pour toi, Daniel, une question concernant effectivement l'annonce qui a été faite hier de la prolongation en fait de la fermeture de la frontière canado-américaine, donc jusqu'au semble-t-il 21 juin pour le moment. Alors, est-ce que tu es en capacité de dire s'il y a des conséquences particulières pour le port, cette prolongation, est-ce qu'elle entraîne des conséquences particulières ou est-ce que vous continuez en fait ce qui a été mis en place là, ce que tu nous as expliqué, puisque que vous continuez comme d'habitude jusqu'à ce que cette frontière rouvre? Quel est le son de cloche entre guillemets? Bien, pour nous, c'est sûr, tout ce qui touche le commerce avec les États-Unis a un impact sur nos utilisateurs, importateurs et exportateurs. Et donc, il y aura fort probablement un impact qui est difficile à mesurer pour l'instant. Je dirais que l'ensemble, la grande majorité des marchandises qui transitent à travers nos installations aura ultimement une destination résolument canadienne en grande partie, soit le Québec et l'Ontario. Mais c'est sûr qu'il y a une partie, 3/4 du commerce canadien se fait avec les Américains. Donc, il y a une partie du commerce qui vient chez nous qui s'en va vers un entrepôt et qui, un jour, va être transformé, assemblé ou réassemblé pour se rendre vers les États-Unis. Clairement, il y a un souci là, mais je pense que le commerce va maintenir. Je ne pense pas qu'il y aura de directives particulières pour les camionneurs comme tels. Je pense que ça va maintenir. Donc, je pense que l'impact, on l'a déjà vécu pour l'instant. Il est relativement mineur pour nous, sauf peut-être des faibles ralentissements. Merci. La deuxième question concernait si le volume de marchandises. Donc, si on anticipe une diminution en fait du volume de marchandises, pareil, quelles seraient les conséquences pour le port de Montréal? Ben, on a déjà, bien sûr, avec de concert avec nos partenaires, nos clients, on a tenté d'essayer de mesurer l'impact du COVID sur à la fois nos revenus, nos liquidités. Donc, comme je dis, l'ensemble de nos projets sont maintenus. Il n'y a pas de souci comme tel. Bien sûr, certaines sphères d'activité sont plus sévèrement affectées que d'autres. Le conteneur, on pense qu'il y aura certainement un ralentissement. On le voit déjà. Les croisières, bien entendu, un petit peu aussi sur le pétrole. Donc, grosso modo, on prévoit une réduction de plus ou moins 12 pour cette année, tout volume confondu ou tout segment d'affaires confondu. Ce ralentissement, ce type de ralentissement-là, on l'anticipe pour cette année. Pas clair encore si la COVID aura un impact pour les volumes pour l'an prochain. En contrepartie, je vous dirais que tout ce qu'on a fait, c'est redimensionner nos investissements pour cette année, de sorte à s'assurer qu'on fait tout ce qu'on a à faire pour cette année et on repositionne un peu le travail. Il y aura aussi la disponibilité aussi de la construction. Vous savez, une grande partie de nos investissements et de nos grands projets impliquent d'autres corps de métier ou d'autres industries qui, elles, momentanément, ont été arrêtées. Donc, on devra reprendre le retard aussi pour celles-là. Ok, je continue avec, encore une fois,
l'idée d'avoir un impact sur le volume d'affaires. Est-ce que l'activité restreinte du trafic aérien actuellement a une incidence sur celle du port de Montréal? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué ou c'est difficile de le mesurer? C'est très difficile de le mesurer parce que naturellement, on nous dit pas ce client hier était par avion et aujourd'hui il est par bateau, par navire. Mais il est clair que s'il y a des restrictions sur le trafic aérien et qu'il y a des congestions ou de la difficulté pour la fluidité des marchandises, il est clair que des clients auront à utiliser le maritime pour faire le transit transatlantique. Donc, c'est possible que ça vienne un peu compenser. Je vous dirais que, heureusement, une très grande partie des marchandises qui transitent à travers nos installations sont essentiellement de nature agroalimentaire et biomédicale aussi. Presque 35 de nos marchandises, les deux sont combinés en dessous de ces deux grands segments-là. Donc, c'est quand même des types de cargos qui sont moins susceptibles de diminuer dans des conditions de pandémie, par exemple. Merci beaucoup, Daniel. Encore une dernière question. Est-ce que tu sais s'il y a des exceptions particulières liées à la COVID au niveau des marchandises admises à l'entrée au port de Montréal? Pour l'instant, j'en connais aucune. Parfait. Notre questionnement au début, c'est de savoir aussi est-ce que le virus résiste, survit, sur quelle surface, combien de temps. On nous a assuré qu'il n'y avait pas de souci de la santé, pour la santé à ce moment. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune restriction à ma connaissance pour ce type de marché. Super, merci beaucoup. Écoute, merci Daniel. Je propose maintenant de passer aux représentants de Cargo-M, donc la grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal. Bonjour Laurie, bonjour Christian. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Laurie, je te laisse commencer cette présentation, puis on pourra on passera ensuite à celle de Christian et on prendra également des questions après cela. Donc, c'est à toi. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Ophélie. Merci à ton équipe. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation, s'il vous plaît? Oui, c'est super, parfait. Merci. Donc merci, Christian et moi-même sommes bien contents aujourd'hui. Notre objectif, on va faire un tour d'horizon sur les actions de la grappe. Donc, comme vous le savez, Cargo-M travaille pour la plaque tournante internationale. Ce sont 6 000 entreprises, 122 emplois dans le Grand Montréal, qui représentent autant le transport ferroviaire, les transporteurs maritimes, le transport routier, le cargo aérien, mais aussi les transferts logistiques, les institutions d'enseignement, les administrations partagées et les importateurs-exportateurs. Donc, autant des acteurs qui possèdent la marchandise, mais d'autres qui en déplacent. Et donc, rapidement, depuis le début du mois de mars, on a voulu faciliter la communication autour de ces acteurs-là. On a pris action pour vraiment devenir là, une plateforme pour aider nos membres, mais aussi l'ensemble des acteurs. Donc, on a travaillé avec les différents transporteurs et les institutions pour développer différentes initiatives. Cargo-M travaille sur 4 chantiers. Donc, un chantier au niveau du développement sectoriel qui vise à impacter le développement économique de la chaîne logistique, la communication et le positionnement de notre chaîne logistique du Grand Montréal, la fluidité de la chaîne et les enjeux de main-d'œuvre. Et bien sûr, on poursuit toujours nos activités. On travaille fort aussi pour que ces initiatives voient le jour, mais une certaine adaptation de la chaîne a dû être faite en lien avec ces chantiers. Puis, c'est ce qu'aujourd'hui, je souhaite vous présenter. Donc, premièrement, ce qu'on a fait dès le début du mois de mars, c'était de garder les acteurs de la chaîne informés. Donc, que ce soit au niveau des mesures mises en place par le gouvernement, que ce soit au niveau
de tout secteur jugé essentiel qui était mis à jour quotidiennement, que ce soit les programmes gouvernementaux auxquels nos membres pouvaient adhérer. On a mis en place un canal de communication par courriel, mais aussi via notre infolette pour partager cette information-là. Puis d'ailleurs, si cette communication-là est toujours en cours, si les gens qui nous écoutent aujourd'hui veulent rester à l'affût de toutes les annonces, vous pouvez bien sûr communiquer avec nous ou joindre notre infolette via notre site Internet. Par la suite, tel qui a été mentionné par Daniel, on a rapidement fait une recension des espaces d'entreposage dans le Grand Montréal, mais aussi ailleurs. Et merci beaucoup s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont participé. Donc, l'écosystème a vraiment répondu rapidement à l'appel. C'est plus d'1,6 million de pieds carrés d'espace intérieur et 17,5 millions de pieds carrés d'espace extérieur qui a été recensé. Puis, ces espaces-là sont prêts pour accueillir de la marchandise, sécuriser. La main-d'œuvre est là aussi pour manutentionner cette marchandise. Donc, en réponse et en lien avec notre priorité d'assurer la fluidité dans le Grand Montréal, comme j'ai mentionné plus tôt, cette action a été prise et cela a permis d'assurer qu'on n'ait pas de mauvaises surprises ou d'enjeux majeurs d'accumulation de conteneurs dans un centre intermodal dans le Grand Montréal. Puis, en parallèle avec le ministère du Transport, on a travaillé sur un plan de contingence. On a identifié un terrain qui puisse servir à accueillir de la marchandise si la situation devenait plus problématique. Donc, toujours dans la même optique de se préparer à une situation plus critique. Par la suite, comme a été mentionné aussi par Daniel, CargoM supporte avec grand intérêt un projet d'identification de la marchandise critique qui est financé par la Supergrappe d'intelligence artificielle et qui est fait en partenariat avec le port et Ivadolab. Puis, donc, la participation de l'ensemble de la chaîne est essentielle pour le développement de cet outil-là, pour que le système de notification qui va être développé, en fait, soit le plus complet possible. Donc, que lorsque de la marchandise critique arrive au port, elle puisse être acheminée le plus rapidement possible. Donc, de toucher l'ensemble des joueurs, de sensibiliser aussi les joueurs de la chaîne à l'importance et à l'urgence d'amener cette marchandise. Puis, finalement, les membres de CargoM et les membres de notre équipe continuent encore aujourd'hui à participer à des comités de relance économique, donc que ce soit plus au niveau local avec la Ville de Montréal, avec les chambres de commerce, que des tables internationales pour partager les initiatives qui se font, partager ce que nos membres font, comment la collaboration se fait au niveau de la chaîne et aussi s'inspirer d'autres pratiques et rester à l'affût de ces bonnes pratiques aussi. Et de sensibiliser en fait les instances gouvernementales pour des mesures fiscales qui sont propres au secteur de la logistique et du transport. Donc, certaines mesures ont été adaptées pour certains secteurs, mais on reste très présent sur des tables pour faire part des initiatives qui ne touchent pas nécessairement nos membres et qui, eux aussi, doivent débourser des coûts pour mettre en place des mesures pour se conformer aux différentes mesures sanitaires, comme celles que, par exemple, Daniel a nommées plus tôt. Donc, voilà, c'était une courte présentation là, pour vous faire part des initiatives actuelles et mon collègue Christian va poursuivre avec notre initiative Zone Franche. Et on va être bien heureux de répondre à vos questions. Christian, je pense qu'on ne t'entend pas. Voilà. Alors, je crois que là, le son va… Oui. Alors, je demandais si vous voyez mon écran. On voit bien ton écran et on t'entend. Alors, non, l'écran est en train d'arriver. Oui. Voilà. Donc là, c'est bon.
Alors, je vais parler assez rapidement du centre Zone Franche pour poursuivre dans les actions de CargoM. Premièrement, le centre Zone Franche est un projet qui aboutit, qui découle du chantier 1 de CargoM parce que CargoM travaille sur 4 chantiers dont la main-d'œuvre, innovation, fluidité, communication et rayonnement et le développement des affaires qui vise à augmenter des opportunités pour la chaîne logistique. Donc, le Centre Zone Franche découle directement de cette initiative de notre chantier sur les opportunités de développement sectoriel. Alors, un petit bobo avec la PowerPoint. Voilà. Alors, nous avons un site web du Centre Zone Franche de Montréal et depuis que nous avons eu la désignation du Centre Zone Franche de Montréal, nous avons joint l'Organisation mondiale de Zone Franche, qui est une organisation qui représente les zones franches à travers le monde, qui voit au mécanisme des promotions des zones franches, donc qui représente des opportunités pour notre chaîne d'approvisionnement de pouvoir transiger avec d'autres pays aussi. Alors, le Centre Zone Franche offre comme service en sciences individuelles ou en entreprise la présentation sur les programmes, notamment le drawback, l'entrepôt de stockage, l'exonération de droits et aussi les survols sur les accords des libres-échanges et importations pour permettre aux entreprises de déceler les opportunités. Alors, il y a une nouvelle, dans le début de la pandémie, il y a une nouvelle qui est peut-être passée sous les radars, mais je veux vous la ramener. C'est que le gouvernement fédéral nous a annoncé un report du versement de la taxe de vente et des droits de douane pour les importateurs et exportateurs. Et cette mesure qui est évaluée à 30 milliards de flux de trésorerie a été annoncée jusqu'au 30 juin 2020. Donc, à date, nous n'avons pas eu d'autres informations. Peut-être qu'elle sera prolongée, mais du moins, nous savons que le versement de la taxe de vente et les droits de douane a été reporté jusqu'au 30 juin 2020. Et pourquoi et quel est le lien avec le centre Zone Franche? C'est que dans le monde, le centre Zone Franche, pour la plupart des entreprises qui transigent avec différents pays pour s'approvisionner, il existe dans le monde des endroits qui sont délimités où on peut importer de la marchandise avec une exonération de droits de douane et de taxes. Le modèle canadien est un modèle très intéressant et surtout dans notre contexte actuel. C'est que au Canada, au lieu d'avoir des espaces délimités et bien définis pour bénéficier des incitatifs de type zone franche, le Canada permet à une entreprise de bénéficier de ces avantages qui sont du moins fiscaux, peu importe sur le territoire canadien. Donc, le Canada va mettre en place de centres de services afin de pouvoir aider les entreprises à bénéficier du programme et des différents programmes qui ont trait aux zones franches. Donc, clairement, les programmes qui ont trait aux zones franches, on parle du report de droits et taxes. Alors, 5 programmes qui font partie des programmes des zones franches. Donc, le drawback, l'exonération de droits, l'entrepôt de stockage de douane. Ces programmes sont administrés par l'Agence des services frontaliers du Canada et au niveau de l'Agence de revenus du Canada, c'est ou Revenu Québec en collaboration, les centres de distribution des exportations et il y a une coquille dans l'exportation et l'exportateur de services de traitement. Alors, ces programmes s'adressent carrément aux importateurs, exportateurs et manufacturiers parce qu'il y a des activités qui sont permises au niveau de ces programmes, notamment l'entrepôt de stockage de douane. Il y a certaines activités de manipulation de marchandises qui sont permis ou autorisées. Alors, à travers le Canada, 13 points de service, 10 points de service centre zone franche et le Grand Montréal a son centre zone franche qui est sous la responsabilité de CargoM. Alors, c'est un peu le topo de ce que c'est le centre zone franche. Alors, l'opportunité que représente le centre zone franche dans la période que nous traversons plutôt, est le défi du flux de trésorerie. Les entreprises, on peut
se rendre compte de toutes les mesures fiscales qui sont en place pour que les entreprises soient en mesure de se dégager de la liquidité. Alors, ces genres les programmes qui sont dits des programmes de zone franche permettent aux entreprises de pouvoir soit obtenir un remboursement de droits de douane et ou d'avoir des droits différés. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est peut-être peu connu avec les programmes d'études zone franche, c'est que cette exonération, ce report de droits peut se faire sur une période de 4 ans, soit rétroactivement ou soit dans le futur. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez écrire directement via le site web du Centre Zone Franche de Montréal, qui est Centre Zone Franche Montréal. Je vais ramener voilà, le zonefranchemontréal.ca. Alors, sur le site, vous avez des informations sur nos programmes et bien sûr, si jamais vous avez besoin d'aide pour pouvoir être orienté et voir si vous pourrez bénéficier de ces incitatifs-là, ça nous fera plaisir de pouvoir au moins discuter de cela. Alors, ça, c'était tout pour moi au niveau du Centre Zone Franche, Ophélie. Oui, merci. Je pense que c'est bon, voilà. Merci Christian, merci beaucoup Laurie. Donc en fait, on a eu des questions là concernant justement l'identification de la marchandise critique. Donc je vais revenir un petit peu en avant de la présentation. Comment se fait en fait l'identification de la marchandise critique dont on a abordé plutôt sur la présentation de Laurie? Je te laisse Oui, répondre. puis je laisserai là, Daniel poursuivre, qui est très proche de l'initiative aussi. Tout à fait. Mais en fait, l'algorithme qui se développe là, prend vraiment en compte les codes HS de la marchandise, puis est mis à jour selon les listes du gouvernement. Donc, les listes que le gouvernement, lui, met disponibles sur ce qui est critique. Donc, actuellement, ce sont les masques, ce sont les produits agroalimentaires. Daniel, je te laisse compléter. Effectivement, si ce n'était que si l'exercice de ciblage et d'identification des marchandises se limitait strictement que par le code HS, on n'aurait pas véritablement besoin d'intelligence artificielle. Le besoin d'une analyse plus poussée des déclarations d'exportation ou d'importation dans ce cas-ci vient du fait que, en fait, l'outil devra décoder aussi et bien comprendre la description des marchandises, donc le texte qui vient avec la déclaration et dans le manifeste de la marchandise. En plus, une fois qu'il y aura ce travail-là de fait, l'ordinateur pourra aussi faire des corrélations, par exemple, entre les transitaires et toutes les couches d'informations qui ont été collées à ces expéditions-là pour reconnaître des patterns et des patrons pour pouvoir, après ça, mieux identifier les marchandises. Et on ne s'intéresse pas simplement qu'à l'importation, on s'intéresse aussi à l'exportation. Parce que le Canada fabrique et manufacture aussi des produits médicaux qui ont une importance pour nos partenaires commerciaux en Europe ou en Asie. Donc, on doit aussi identifier dès le début dans la chaîne logistique l'expédition de ces marchandises-là. J'irai plus loin. Est-ce que il y a des produits critiques qu'on déjà identifiés? Là, par exemple, on nous pose la question, est-ce que le vin fait partie des produits critiques? Non. Non, le vin ne fait pas partie des produits critiques. Par exemple, la raison pour laquelle l'outil de détection ou d'intelligence artificielle est requis, c'est pour faire, par exemple, la distinction entre un gant de baseball et un gant de nitril ou entre des sarraux ou des costumes. Donc, l'idée ici, c'est naturellement, il y a une corrélation puis une racine commune dans les codes HS de ces types de marchandises-là, mais la distinction se fait dans les derniers numéros et qui, des fois, sont masqués pour différentes raisons. Des fois parce que le pays d'origine ne permet pas l'utilisation de ces types de numéros-là, ou pour des raisons commerciales, un armateur décidera de présenter son code HS à 6 chiffres plutôt qu'à 10.
Ok, merci beaucoup. Je reviens sur plutôt les espaces d'entreposage, donc une question plutôt peut-être sur CargoM. Pour revenir à la recension des espaces d'entreposage qui a été faite, avez-vous eu une forte demande de la part des entreprises pour ces espaces d'entreposage? Reste-t-il encore des espaces disponibles? Oui, donc on a eu des demandes. En fait, comment on fonctionnait, les gens nous appelaient ou nous contactaient par courriel, puis on faisait cette recension à l'interne. Puis par la suite, quand on avait des demandes de la même façon, là, soit personnellement l'équipe ou via notre site web, on envoyait un tableau avec ces espaces. Puis encore à l'heure actuelle, on partage cette information. Donc oui, il y a toujours des espaces disponibles avec différents intérieurs, extérieurs. Puis l'information qu'on a, bien que là, c'est confidentiel, c'est pour ça qu'on ne la partage pas au grand public, mais de manière ponctuelle, on peut vous envoyer tout le descriptif selon vos besoins. Merci beaucoup. Donc pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas si je m'adresse aux participants, profitez-en si vous avez une ou deux dernières questions, on peut encore les prendre. Alors, parfait. Donc, est-ce que les critères d'admissibilité au programme de la zone franche ont été élargis en contexte Covid? Dans le fond, on n'a pas eu de note particulière concernant l'admissibilité au programme. L'idée derrière les programmes de zone franche, c'est premièrement de savoir si, en tant qu'entreprise, lors de nos importations, nous sommes soumis à des droits de douane. Parce que les programmes ont trait directement à un report de droits de douane et bien sûr des taxes à l'importation. Donc, dès qu'une entreprise dans ses activités est encore sujet à des droits de douane, pourrait clairement se qualifier autant pour faire une demande de remboursement pour les droits qui ont déjà été payés ou carrément de pouvoir faire une demande d'être exonéré pour les droits d'obtenir un permis une licence qui lui permettrait d'être exonéré des droits pour ses futures importations. Merci beaucoup. Bien, écoutez, je n'ai plus d'autres questions. Encore quelques secondes. Donc, pour moi, ça va être le temps de vous remercier pour vos interventions. On a eu quelques petits soucis en jeu technique, mais très légers. Pour nos participants, ne vous inquiétez pas, on va vous faire parvenir la présentation en rediffusion. On va également vous envoyer en fait les présentations PDF par courriel. Vous pourrez repasser à travers les divers éléments qui auront été tout simplement discutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer. On va également vous faire passer un sondage à la fin du webinaire afin que nous puissions toujours, bien sûr, améliorer la formule. On a vraiment besoin de votre rétroaction, donc n'hésitez pas. Toujours concernant la COVID, vous avez une page ressources sur le site web de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Donc, on va également vous transmettre le lien vers ce site. Et puis, sachez également que les conseillères de l'ORPEX, donc du service d'aide à l'exportation de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, tiennent une permanence gratuite tous les mercredis matin sur inscription pour en fait discuter avec vous de votre réalité et des différents enjeux et problématiques auxquels vous avez été, on va dire, exposé pendant la Covid et toujours maintenant. Donc, on peut vous aider à trouver des solutions. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous aider au mieux. C'est également le cas de CargoM et du port de Montréal. Si vous avez des questions pour eux, ça nous fera plaisir de leur transmettre. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci beaucoup Daniel, Laurie, Christian. À très bientôt. Et surtout, on continue à bien prendre soin de soi. Bonne fin de journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci.